Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Pendant tout l'été, jusqu'au 29 septembre, le Domaine national de Chambord propose un spectacle historique et équestre intitulé « Dans la forêt de l'histoire ». Son concepteur, Gonzague Saint-Brie, sera tout à l'heure l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Ce spectacle évoque les grandes heures de Chambord à travers ses hôtes illustres de François Ier et Louis XIV à Berthier et Mérimée. Avant de recevoir Gonzague, j'aimerais évoquer le plus glorieux, le plus illustre des occupants du grand château, Maurice de Saxe, maréchal de France, le héros de Fontenoy. Une occasion pour vous de nous parler de la guerre au temps de Louis XV. Et oui, en effet, le règne de Louis XV a laissé une image plutôt pacifique et prospère, mais tout de même, la France a connu à cette époque 15 années de conflit, lors d'abord de la guerre de succession d'Autriche et puis de la pénible guerre de 7 ans. Les combats étaient rangés, ordonnés, mais ils n'en étaient pas moins meurtriers, avec parfois, vous allez voir, une dimension tragique. Et si l'on a parlé dans les siècles suivants d'une guerre en dentelle pour désigner les régiments bien rangés du XVIIIe siècle, tombant sans broncher ligne après ligne comme des soldats de plomb sur une maquette, on a oublié de préciser que les dentelles en question étaient souvent tachées de sang. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Vous avez vu sans doute, et si ce n'est le cas, voyez d'urgence le film charmant, truculent de Christian Jacques réalisé en 1952 avec Gérard Philippe dans le rôle titre, Fanfan la tulipe. Charmant parce que le scénario est de René Fallet, truculent parce que les dialogues sont de l'irremplaçable Henri Janson. L'action se passe dans les armées de Louis XV, on est au temps de la guerre de 7 ans, Fanfan est un jeune homme qui a fui sa famille pour échapper à un mariage sinistre, et voilà qu'il croise une diseuse de bonne aventure, Adeline la franchise, alias Gina Lollobrigida à l'écran, qui lui prédit une brillante carrière dans les armes et un mariage avec la fille du roi. Sauf qu'il ne tardera pas à se rendre compte que la voyante est en fait la fille du sergent recruteur et qu'il est tombé dans un piège. Il n'en sauvera pas moins un jour la vie à Madame de Pompadour qui, pour le récompenser de sa bravoure, lui offrira une broche en forme de tulipe, d'où son surnom. Ce film est fantaisiste sans doute, mais il me paraît une assez bonne introduction à notre sujet d'aujourd'hui, la vie quotidienne des soldats de Louis XV. On y évoque les ruses des sergents recruteurs, les duretés de la vie de camp, la bonhomie régnant dans la troupe, l'arrogance des officiers de haut rang, les impairs de l'état-major, etc. Peut-être avez-vous encore en tête la musique du film signé Thiriet et Van Paris. Alors la mémoire militaire a parfois tendance à négliger un peu les conflits du XVIIIe siècle, oubliés entre la prise de ville selon Vauban au XVIIe et les campagnes napoléoniennes du XIXe. Et comme je le disais pour commencer cette émission, on a un peu vite résumé la guerre au temps des Lumières à des escarmouches quasi chorégraphiées menées par des soldats à guêtres blanches et jabots de dentelle. Pas besoin de vous dire que la réalité sur le terrain était bien éloignée de cette caricature. Les guerres du XVIIIe siècle en Europe ont fait des quantités de morts. Les affrontements y étaient d'une rare violence et les chefs militaires, Coigny, Belle-Île, Contade, Lovendal, évidemment Saxe, pour ne citer que des Français, ont moins démérité que l'historiographie du XIXe siècle a bien voulu le dire. C'est donc tout particulièrement au maréchal de Saxe que j'aimerais que nous nous intéressions aujourd'hui. Le maréchal de Saxe, fils naturel de l'électeur de Saxe Frédéric Auguste Ier, il est né à la toute fin du XVIIe siècle, il est mort au beau milieu du XVIIIe, en 1750, engagé au service de la cour de France. On peut dire qu'il a été le véritable artisan des réussites militaires de Louis XV. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Un extrait de la bande originale du film Barry Lyndon de Stanley Kubrick de 1975. Et nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Bois, auteur chez Fayard, c'est une grande biographie Fayard, d'un Maurice de Saxe qui fait référence. Bonjour Jean-Pierre Bois. Bonjour. Alors, cette musique de Barry Lyndon nous ramène évidemment aux images magnifiques de Stanley Kubrick, nous montrant ces lignes de soldats qui s'avancent et qui tombent véritablement. C'est-à-dire que en fait, ce sont de véritables combats d'artillerie ligne à ligne et les gens tombent comme des mouches. C'est l'image qu'on a gardée de cette guerre du XVIIIe siècle. Oui, puisque vous parlez de Maurice de Saxe, je vais prendre le mot de Maurice de Saxe. Il disait on se fusille, une tirerie. On se fusille. L'image à laquelle vous pensez, qui se situe pendant la guerre de 7 ans, Maurice de Saxe était déjà mort, mais c'était pareil à la guerre de Succession d'Autriche, ce sont deux lignes qui avancent l'une vers l'autre. Et puis il y en a une qui tire. Et celle qui reçoit le tir perd un homme sur deux. Mort ou blessé, mais le blessé tombe par terre et puis les autres piétinent dessus. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on est à une époque où il n'y a quasiment pas d'ambulance militaire, ou alors vraiment très sommaire, et que les blessés, dans un grand nombre de cas, restent sur le champ de bataille et ils meurent gentiment aussi. C'est exactement à cette époque que l'on commence à s'apercevoir qu'il faudrait les soigner. À la bataille de Fontenoy, que vous évoquerez tout à l'heure, Maurice de Saxe et Louis XV, mais sur l'ordre de Louis XV, ramassent les blessés français et anglais. Eh oui. Alors, ce Maurice de Saxe, c'est le grand personnage de l'histoire militaire du siècle des Lumières. C'est vraiment un très grand soldat. D'où vient-il ? Au départ, c'est un enfant naturel. Ça joue un rôle d'ailleurs, comme vous le montrez. C'est un enfant naturel de l'électeur de Saxe, devenu roi de Pologne très peu de temps après. Maurice de Saxe se disait fils de roi. Et il est vraiment fils de roi, mais sa mère n'est pas une reine, Aurore de Königsmarck, c'est plutôt une aventurière. Mais oui. Néanmoins, fils de roi, il a, je vais mettre le mot entre guillemets, fils de souverain, en tout privilèges. Cas, oui. Fils de souverain, oui. Il a des privilèges. Il a d'abord une dignité à laquelle il n'a jamais renoncé. Des aspirations. Il aurait souhaité, lui, Maurice de Saxe, avoir un jour une couronne souveraine. Mais une loyauté dans son caractère extraordinaire, et il ne s'est jamais dressé ni contre son père, ni contre son frère, je vais dire quasiment jumeaux, sauf que la mère n'est pas la même, mais ils sont nés à 10 jours d'intervalle, et par bonheur, le fils légitime est l'aîné d'une dizaine de jours, ça simplifie le problème. Il a été bien élevé quand même. Oui, d'abord par sa mère tant qu'il est petit, puis présenté à son père, qui s'est pris d'affection pour ce gros petit garçon blond, alors que l'héritier légitime est un enfant sage et terne. Oui. Lui, il respire la vie, la truculence déjà. Alors il l'accueille à la cour et il a reçu une bonne éducation tout de suite militaire. Un peu à cause des événements, son enfance se situe à l'époque de la guerre de succession d'Espagne. Son père, lui, il n'est pas pris dans le conflit franco-espagnol, mais dans le conflit entre la Prusse et la Russie et la Suède qui se déroulent à la même époque, c'est la guerre du Nord. Pour que l'enfant échappe à la guerre, il l'envoie à l'étranger, mais en attente. Et Maurice de Saxe, en 1709, assiste, il a à l'époque 15 ans, il assiste jeune, à la bataille de Malplaquet. Il la voit un peu comme un spectacle. Et dès son retour, en 1712, il reçoit un régiment. Donc il a une éducation militaire. Et avec cette particularité que les princes entre eux ont toujours des rapports particuliers. Et Maurice de Saxe, jeune, a connu directement Marlborough, le prince Eugène, Charles XII, le maréchal de Villars, et puis il m'en manque un la liste, mais bon, c'est pas grave. Il les a tous connus. Ah oui, tous les tsars, Pierre le Grand. Tous les grands stratèges de la fin du règne de Louis XIV, en fait. Tous. Et il les a écoutés, et il a eu la chance. Il faut bien avoir de la chance pour devenir un grand soldat, il faut du tempérament, mais il faut un bon maître. Il a eu comme maître un homme qui n'est pas resté de premier rang dans l'histoire, Schulenburg, un saxon, parce qu'il était saxon. S'il avait été anglais, prussien ou russe, on aurait sans doute donné plus de place à son nom. Et Schulenburg, qui lui aussi a connu tous ces hommes de guerre, lui a appris la guerre. Alors quand il arrive en France, en 1720... oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que quand il a 23-24 ans, il lui faut quitter la Saxe. Alors il a le choix, il hésite entre plusieurs puissances, mais enfin, il ne restait, nous dites-vous, après avoir éliminé tous les choix possibles, il ne restait que la France, bien que régulièrement opposée à la Saxe dans les conflits des 20 dernières années, celle-ci possède à la cour de Dresde une excellente réputation militaire et culturelle.
culturelle. Il ne faut pas oublier l'hégémonie du modèle français en Allemagne, particulièrement en Saxe, et particulièrement grâce à Frédéric Auguste, donc le père de notre Maurice, qui avait appris à Versailles, avant la rupture de la trêve de Ratisbonne, le goût et l'élégance. Il y avait donc une sorte d'impérialisme français, disons-le comme ça. Une attirance pour la Une France. forte attirance. Plutôt. Il a beaucoup hésité parce que, logiquement, il aurait pu aller en Autriche, mais il est luthérien. Et dans l'armée autrichienne, il aurait fallu qu'il se convertisse. Il aurait pu aller en Russie, mais les Russes, dit-il, sont des sauvages. On est au début du XVIIIe siècle. Il aurait pu aller en Suède. C'est le seul pays qu'il n'aime pas, car il considère que les Suédois ont causé le malheur de sa mère, en particulier. Il aurait pu aller en Espagne, mais elle devient une puissance de second rang. Donc, il reste l'Angleterre ou la France. La France, je dirais, évidemment, à cause de l'attrait culturel, naturellement, et le fait que l'Angleterre est déjà maritime. Alors au moment où il arrive en France, on est en 1720, le grand roi est mort depuis déjà 5 ans, on est en pleine régence. On ne peut pas dire que la puissance française soit très belliqueuse à cette époque. D'ailleurs, le régent va tout faire pour éviter la guerre, à 2 reprises notamment. Et donc, on va dire que dans les premières années du règne de Louis XV, il ne se passe rien de très marquant sur un plan militaire, ce qui fait que notre Maurice, lui, va en profiter pour mener une vie. Et ça, c'est le deuxième aspect du personnage, une vie galante, effrénée, parce qu'il aime les femmes, vraiment. Oui, il aime les femmes, autant que la guerre. Et quand il ne fait pas la guerre, il s'occupe des femmes. Effectivement, arrivé à Paris au moment de la Régence, accueilli à bras ouverts par le régent, qui retrouve en lui le même tempérament, mais avec 30 ans de moins. Eh oui. Il se lance immédiatement à la fois dans le métier militaire, il acquiert un régiment, il devient maréchal, mais en même temps dans une série d'aventures galantes. Celle que l'histoire a retenue, c'est la liaison orageuse. Avec Adrienne Lecouvreur, oui, bien la sûr. Comédienne. Il y en a eu d'autres en même temps, si sûr. j'ose dire, et Adrienne Lecouvreur était certainement, elle, très très passionnée. Elle a beaucoup donné à Maurice de Saxe, qui, comme tous les hommes à femmes, a surtout beaucoup pris. Oui, c'est ça. Il n'a pas été d'une parfaite élégance avec elle, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, ni avec les autres. Ni avec les autres. Il avait le tempérament un peu brutal avec les femmes. Oui. Conquérant. Alors justement, ce conquérant va bientôt pouvoir s'employer sur les champs de bataille, puisqu'au tournant des années 1740, c'est cette guerre contre une coalition de l'Angleterre, de l'Autriche, de la Prusse. C'est donc ce qu'on va appeler la guerre de succession d'Autriche. Et cette guerre de succession d'Autriche, il va en être, alors là on peut dire, le grand homme. C'est ce que nous voyons ensemble dans un instant. Europe 1. C'est bientôt les vacances et qui dit vacances dit colonie. Aujourd'hui, Elena Morna et ses experts vous diront tout pour bien préparer le départ de votre enfant. Et vous, les colos, ça vous rappelle des souvenirs? Ils attendent vos questions et témoignages au 39 21 sur europe1.fr, la page Facebook des experts Europe 1 et Twitter, #lesexperts-E1 dès 14h. Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, avec aujourd'hui à l'honneur le maréchal de Saxe au temps de la guerre en dentelle. On en parle avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Jean-Pierre Bois, agrégé et docteur en histoire, professeur émérite d'histoire moderne à l'Université de Nantes, spécialiste des relations internationales et d'histoire militaire, auteur notamment de Maurice de Saxe aux éditions Fayard. Voilà, c'est une biographie très dense. C'est pas un de ces gros pavés dont on ne trouve jamais la fin. C'est un ouvrage très inspiré, très bien vu, et vraiment je le recommande à nos auditeurs, ce Maurice de Saxe aux éditions Fayard. Alors, on peut dire que l'une des difficultés que nous éprouvons, nous, à entrer dans le détail des opérations militaires au XVIIIe siècle, c'est que les grades militaires, notamment, sont totalement différents. Il y a des lieutenants généraux, des maréchaux de camp. Qu'est-il, notre Maurice, au début de cette guerre de succession d'Autriche ?
Il est lieutenant général. Ce serait l'équivalent, si je puis risquer la comparaison, d'un général à 3 étoiles et demie. Oui, les grades ne sont pas les mêmes, comme vous venez de le dire. Le maréchal à 2 étoiles et demie, il est plus qu'un brigadier. Le maréchal de France, ce serait 4 étoiles et demie à 5 étoiles, peut-être 6. Et entre les deux, il y a le lieutenant général. C'est-à-dire que les maréchaux de France sont beaucoup plus nombreux qu'ils ne le seront par la suite, il faut dire. C'est un titre qu'on distribue plus facilement à l'époque. Oui, ils ont été plus nombreux sous l'Empire. Ouais, encore plus nombreux. Bon, évidemment, à cause des circonstances, si vous voulez. Mais effectivement, de notre époque, même 19e, 20e, il y en a eu beaucoup moins. Le maréchal de France, c'est en réalité un général qui commande en chef une armée pour une guerre. Et quand la guerre de succession d'Autriche commence, Maurice de Saxe, lieutenant général, sert sous un maréchal de France, Belle-Île. Donc, c'est pas lui qui commande. Lui, il mène l'armée qu'on lui a confiée, c'est tout. Il va se faire très vite une réputation, mondiale, en tout cas à l'échelle du continent, grâce à la prise de Prague. C'est un événement extraordinaire. 1741. C'est le premier événement de sa légende. Jusqu'alors, il est connu. Autant pour les femmes que pour la guerre. Après, il est connu pour Prague, puis ensuite il y aura Fontenoy. Prague, c'est une ville à prendre. Lui-même avait dit, lorsqu'on l'envoie à Prague, c'est à Vienne qu'il faut aller, ce que Napoléon comprendra beaucoup plus tard. Mais on l'envoie à Prague, il arrive devant Prague, et le boulot, c'est de faire le siège, comme on l'avait appris à l'époque de Vauban, 8 semaines. Et Maurice de Saxe, c'est un impatient, c'est pas un gars resté 8 semaines dans des tranchées à installer des batteries. Et il enlève, au bout de 2 jours de siège, il enlève la ville à l'assaut, la nuit, mais vraiment à l'ancienne, en mettant des échelles contre le mur, en envoyant un grenadier là-haut. Ce sont des Autrichiens qui défendent la ville, sont absolument surpris. C'est pas une affaire meurtrière, la prise de Prague. C'est meurtrier pour les gars qui gardaient le rempart, là où les échelles ont été appuyées. Après quoi, les soldats français qui sont passés vont ouvrir la ville de l'intérieur. Les soldats rentrent. Il n'y a pas eu de massacre. La ville est prise. Et l'avoir prise en 2 jours, donc sans frais, quasiment sans perte, et sans massacre à suivre, ni pillage. Oui, ça c'est un des aspects importants parce que on est à une époque où un certain nombre des confrères, si je puis dire, du maréchal de Saxe sont beaucoup moins regardants sur la vie humaine. C'est le moins qu'on puisse dire. Les prises de ville étaient encore assez souvent, ce sera le cas en 47 pour Berg-op-Zoom, suivies de pillage ou de mise à sac. Et là, non, ça s'est très proprement passé. Alors, la résolution, l'importance du succès et le faible coût matériel contribue énormément à sa gloire. C'est presque une aventure qui était sortie des normes, sortie des règles. Il invente une nouvelle façon de faire la guerre, en quelque sorte. C'est important parce que c'est un théoricien, le maréchal de Saxe. C'est pas seulement un homme d'action, c'est aussi un homme de réflexion. Et dans son invention de la guerre, vous avez raison d'employer le mot, parce que c'est bien cela. Il invente quelque chose. Il part de l'existant, dirait-on maintenant, c'est-à-dire le blocage tactique, ces grandes lignes qui se font front et qui se fusillent, l'artillerie qu'on évoquait tout à l'heure. Et il invente une autre mise en place, une autre ordonnance des troupes qui ne soit ni la ligne, ni ce qu'il aura à affronter à Fontenoy, la colonne. À Fontenoy, contre la ligne française, les Anglais ont pris la formation d'une colonne, un véritable bélier qui fonce. C'était les 2 formations qu'on connaissait, chacune avec leurs mérites et leurs défauts à l'époque. Maurice de Saxe, lui, cherche une 3e formation sur le champ de bataille, quelque chose qui serait beaucoup plus des divisions autonomes. Il n'a pas eu l'occasion de le mettre vraiment en œuvre. Et il cherche surtout, et en cela il est un très grand général, une manière de gagner la guerre autrement qu'en faisant des batailles qui laissent toujours 15 000 à 20 000 morts. Ah oui, c'est ça. C'est ce qu'on appellera, je reprends l'expression du XVIIIe siècle, la petite guerre, cette espèce de guerre qui n'est pas une grande guerre, donc pas de grande bataille, pas 100 000 morts, pas des défilés de prisonniers, mais un pays occupé petit à petit, voyez, avec lequel, après Fontenoy, il occupe tous les Pays-Bas ainsi. On comprend que dans ces conditions, il a été aimé des hommes. Il avait une véritable popularité dans les rangs, ce maréchal de Saxe. Et les hommes savaient que lui, c'était un général pour lequel la vie des hommes comptait. Et oui. Et effectivement, il était aimé, adulé, pour une autre raison. C'était un général qui gagnait. Les hommes de troupe aiment le général vainqueur, pas le vaincu évidemment. Et Maurice de Saxe n'a jamais été vaincu dans ses campagnes. Donc il gagnait,
mais surtout il épargnait les hommes. Et puis il était avec eux sur le champ de bataille. Il n'est pas dans son bureau à regarder des cartes. Tout en étant un excellent courtisan, parce que c'est un proche de Louis XV, c'est un homme de cour. Il est à l'aise aussi bien dans les salons à Fontainebleau, à Paris, à Versailles, que évidemment à la popote sur le champ de bataille. Je corrigerai un tout petit peu si vous le permettez. Il est à l'aise dans ses rapports directs avec Louis XV, avec Madame de Pompadour, avec Noailles. Pas vraiment avec la cour. Oui, voilà. C'est pas un courtisan. Ouais. Il est présent à la cour, mais il n'est pas courtisan. Alors, le grand fait d'armes, celui qu'on a retenu, c'est évidemment la bataille de Fontenoy en 1745. Ça fait encore partie des quelques dates qu'on apprend à l'école. Cette bataille de Fontenoy, nous y venons dans un instant. Ça va être l'objet du récit. Europe 1. Le récit de Franck Ferrand. Avec Franck, la bataille de Fontenoy. Et oui, il y a un peu plus de 20 ans, c'était en février 1992, des travaux d'agrandissement d'une sucrerie à Fontenoy en Belgique. On est à l'est de Tournai, si vous voulez, pas très loin de la frontière française d'ailleurs. Pendant ces travaux d'agrandissement, une grue du chantier de terrassement a mis à jour tout à fait par hasard une fosse dans laquelle se trouvaient quelques 70 squelettes entassés tête bêche sur 3 niveaux. Alors évidemment, on a convoqué les archéologues et puis des historiens qui y sont venus et qui n'ont pas eu grand mal à identifier l'origine de ce charnier. C'est un parmi d'innombrables, très probablement, charniers qui étaient les... Comment pourrait-on dire, l'héritage de la meurtrière bataille de Fontenoy, qui s'est donc déroulée le 11 mai 1745. L'analyse de quelques vestiges accompagnant ces squelettes a permis d'établir que les soldats ainsi enterrés appartenaient à plusieurs nationalités et les ambassades de ces divers pays, 2 siècles et demi après, ont été invitées à venir réclamer les dépouilles. C'est comme ça qu'on procède dans ces cas-là. La bataille de Fontenoy, rappelons-le, a mis aux prises d'une part les troupes françaises, menée par le roi Louis XV en personne et par son fils, le dauphin Louis, et commandée bien sûr par le maréchal de Saxe, et puis d'autre part les troupes anglo-hanovriennes, des Anglais, des Allemands, des Autrichiens, des Hollandais, sous les ordres du duc de Cumberland, qui était le 2e fils du roi d'Angleterre, George II. Ce que l'on a retenu avant tout de cette bataille, c'est évidemment le célèbre mot du comte d'Anterroche. On est sur le champ de bataille de Fontenoy, et il y a ce mot d'Anterroche qui dit « Messieurs les Anglais, tirez les premiers ». Ça aussi, ça fait partie de ce qu'on apprend, ou en tout cas de ce qu'on apprenait aux enfants à l'école. Et on nous disait souvent, moi je me rappelle qu'on me l'a dit quand j'étais petit, qu'il s'agissait d'une sorte d'excès de politesse. C'est la courtoisie française poussée à son extrême et avec des conséquences terribles, puisqu'évidemment, les Anglais tirant les premiers, la première décharge de l'ennemi aurait fait quelques 600 morts, dont 50 officiers. En vérité, c'est pas tout à fait ça, l'histoire. Ce qu'il faut dire, c'est que vers midi, grâce à une très habile manœuvre du maréchal de Saxe, je ne veux pas entrer dans les considérations tactiques aujourd'hui, les Français étaient à peu près assurés du succès. Partout, les attaques des Hollando-Anglais avaient été repoussées, avec beaucoup de pertes, d'ailleurs, dans les troupes de Cumberland, et on peut dire, c'est en tout cas ce que pensent les experts militaires, que vers midi et demi, la bataille était comme gagnée. Et puis voilà que d'un seul coup, Cumberland, qui donc dirige les forces adverses, décide de former avec presque tous les régiments qui lui restent une énorme colonne qu'il va lancer sur le cœur du dispositif français. Et là, d'un seul coup, on peut dire que la dynamique change de camp et la perspective de victoire avec elle. La première ligne anglaise va déboucher tout à coup face aux gardes françaises. La troupe anglaise fait halte. Alors il faut imaginer des 2 côtés aussitôt les officiers qui se préparent à s'avancer sur le front de leur bataillon pour se saluer avant le combat. On reste quand même entre gentlemen, n'est-ce pas? Entre gentilshommes, devrais-je dire. Parmi les officiers qui commandaient les 3 colonnes assaillantes, il y avait le comte d'Albermale, Robert Churchill, il y avait le Lord Charles Hay, enfin toutes sortes de personnalités importantes de la cour d'Angleterre. Les Anglais s'avancent jusqu'à une centaine de pas des gardes françaises. On est face à face, c'est très impressionnant. Là, il s'arrête pour rectifier l'alignement. Et une fois la manœuvre terminée, les officiers anglais mettent la main au chapeau,
façon de saluer. Et de notre côté, le comte de Chabannes, le duc de Biron, etc., tous nos officiers font la même chose. Et c'est à ce moment-là que Charles Hay, donc le capitaine qui commande la compagnie de tête des gardes anglaises, s'avance seul et dit « Messieurs les gardes françaises, tirez les premiers ». Et on pense là encore à une question de courtoisie. Sauf que si vous lisez ce qu'écrit le maréchal de Saxe dans un de ses traités, justement, une troupe, écrit-il, ne doit jamais se presser de faire feu la première, attendu que celle qui a tiré en présence de l'ennemi est une troupe défaite, si celle qui lui est opposée conserve son feu, parce que on est à une époque où recharger un fusil, c'est une opération longue, et pendant que vous êtes occupé à faire ça, les autres ensuite vont pouvoir prendre le temps de bien vous tirer dessus. Ainsi donc, il ne s'agit pas spécialement d'une question de politesse, mais bien d'une question de tactique en vérité. Et Danteroche, lorsqu'on lui dit « Messieurs les gardes françaises, tirez les premiers », répond « Non monsieur, faites tirer vous-même, nous ne commençons jamais », comme s'il s'agissait là d'une vieille tradition des armées françaises. Les deux officiers vont se saluer à nouveau, chacun d'eux rentre dans le rang, c'est donc les Anglais qui déclenchent le feu, un feu roulant qui va faucher littéralement toute notre première ligne, et parmi ceux qui vont tomber là, sous les coups de cette rafale meurtrière, figure entre autres le comte d'Anteroche lui-même. À la bataille de Fontenoy par les chasseurs de l'armée française. Cette bataille de Fontenoy va être une victoire à l'arraché de la France, on peut dire véritablement grâce à Maurice de Saxe, Jean-Pierre Bois. Oui, grâce à Maurice de Saxe, parce qu'il a conçu un dispositif d'ensemble de la bataille, et ça s'est déroulé comme il l'avait prévu. Vous l'avez dit, la colonne anglaise se forme, c'est la troisième attaque de la journée, après les Hollandais et les Autrichiens, et cette colonne, lorsqu'elle arrive au contact, elle n'a plus qu'à passer. Elle avance, c'est le bélier, le char d'assaut qui écrase tout sur son chemin. Là se déroule l'épisode que vous avez décrit. Il faut quand même retenir que cet épisode n'est connu que par le récit qu'en fait Voltaire, oui, 2 mois après, alors que son récit sur la bataille de Fontenoy ne se vendait plus et qu'il cherchait un moyen de le vendre à nouveau. Oui. Il écrit au comte de Tressan en lui disant « Racontez-moi des choses ». Et Tressan lui dit, qui assiste à la bataille, lui dit « Les officiers se sont salués. Ils se connaissaient. » Anteroche et Milord Charles Hay, c'est normal, c'est le même milieu. Hein. Et effectivement, vous le dites, ils ont ce réflexe de politesse. Qu'ils aient échangé les paroles, non. Au reste, qui aurait entendu quoi ? Il faut quand même être sérieux. Mais ils se sont salués et, vous l'avez bien dit, tirer le premier, c'est se mettre en position de faiblesse par rapport à l'autre, car il reste les 100 pas, c'est-à-dire 30 mètres à parcourir. Et quand on a là, on plus peut le feu, approcher pendant que les autres sont en train de recharger. En revanche, je m'excuse pour les Anglais, c'est pas eux qui ont tiré les premiers. Le feu est venu du côté du petit bastion de Fontenoy même, où était rangée l'artillerie. Mais en entendant le premier coup de feu, alors oui, les Anglais ont tiré, voilà. Là oui. Bon. Alors au soir de la bataille, le roi Louis XV veut parcourir le champ de bataille couvert de blessés et de cadavres, 12 à 14 000 morts quand même à Fontenoy. Et il est aux côtés de son... Enfin, il a tenu à ce que son très jeune fils, qui n'a que 15 ans, soit à côté de lui. Et voyez, lui dit-il, ce qu'il en coûte à un bon cœur de remporter des victoires. Le sang de nos ennemis est toujours le sang des hommes. La vraie gloire est de l'épargner. Là encore, ce sont des propos sans doute arrangés, mais c'est bien le fond de la pensée de Louis XV, qui va récompenser le maréchal de Saxe. Et parmi les gratifications, dont certaines sont en numéraire, que reçoit le maréchal de Saxe, il y a le fantastique château de Chambord. Il y a d'abord le titre de maréchal général. Oui, déjà. Ça rapporte aussi un peu d'argent, faut pas l'oublier. Il y a le château de Chambord et la succession, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des rois François Ier et Louis XIV, et en particulier les canons que Louis XV a autorisé Maurice de Saxe à mettre devant le château de Chambord. C'est un privilège royal. C'est dire que la victoire est sentie comme très grande, non seulement parce que c'est une victoire, 15 000 hommes en un quart d'heure, hors de combat, vous l'avez dit, c'est quand même énorme. Également parce que c'est la fierté française, c'est la revanche. Tous les témoins le rapportent.
Donc, quelle que soit la forme de ses frais, c'est la revanche contre les Anglais qu'on attendait depuis Crécy, hein. Enfin, depuis Poitiers, exactement. Oui, depuis 1356, si je ne Poitiers, m'abuse. 1356, oui. Notre Gonzague Saint-Brice national nous a rejoint. Bonjour Gonzague. Bonjour. Et donc, on peut dire que à Chambord, le souvenir du maréchal de Saxe reste vraiment très présent aujourd'hui encore. Absolument. Il a régné sur Chambord, qui était pour une première fois élevé en principauté, ce qui va arriver une deuxième fois avec un autre maréchal, le maréchal Berthier. Eh oui. Et il a véritablement fasciné. Il y aurait même pu y avoir un troisième maréchal, puisqu'à une époque, on a même songé à installer après la guerre le maréchal Pétain à Chambord. Absolument. Les Américains ont désiré que le passage de pouvoir entre le maréchal Pétain et de Gaulle se passe bien, et ont demandé à de Gaulle s'il voulait bien que s'installe à Chambord le maréchal Pétain. Évidemment, on connaît la réponse du général de Gaulle. Dans un instant, avec vous, Gonzague Saint-Brice, on va revenir sur ce grand spectacle que vous êtes en train de mettre en place à Chambord et qui va durer pendant tout l'été. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Bourré du divertissement de Chambord de Jean-Baptiste Lully. Oui, là on fait un saut en arrière parce que c'est le premier des tableaux du spectacle. Un spectacle qui est, c'est ce que vous me disiez pendant l'interruption, Gonzague, qui est déjà en cours actuellement. Tout à fait, qui a été lancé il y a 3 semaines, qui est 2 fois par jour au château de Chambord, dans les écuries du maréchal de Saxe, qui s'appelle Dans la forêt de l'histoire, un spectacle équestre et historique, et qui a lieu jusqu'à la fin de septembre. Alors c'est vous qui avez écrit, qui avez conçu ce spectacle en plusieurs tableaux? Absolument, à la demande de Jean d'Aussonville. L'idée, c'était Qui est le patron de Chambord? Qui est le directeur général du domaine national de Chambord. Et je l'ai fait avec l'aide de la troupe équestre dirigée par Bruno Mellerio, avec des champions de cavalerie qui sont aussi des acteurs extraordinaires. Et en 6 tableaux, on raconte le château de Chambord. Alors c'est pas un spectacle son et lumière, hein. Ce qu'il faut dire, en tout cas, c'est pas le soir. C'est un spectacle c'est de jour. diurne, en fait. Oui, voilà. 2 jours, le matin à 10h30, l'après-midi à 4h30. Donc les gens s'installent pour assister. On est devant j'imagine, j'ai pas encore vu moi. Oui. On est devant les grandes façades du château de Chambord. On est dans les écuries du maréchal de Saxe et on voit la formidable coiffure de Chambord. Avec ses cheminées extraordinaires. Avec ce château qui est le roi des châteaux, avec ses 440 pièces, c'est 800 chapiteaux, c'est 80 escaliers, autant de cheminées que de jours dans l'année. et des cheminées dont on voit d'ailleurs l'issue, hein, puisqu'elles font partie intégrante du décor. Ça doit vous être, ce décor et la conformation même des lieux vous sont chers, Gonzague, puisque c'est Léonard de Vinci, dit-on, parce qu'on n'en a pas tout à fait la preuve, mais on pense que c'est lui qui a conçu l'architecture de Chambord. Alors là, je suis heureux de vous apporter un scoop. Ah, ben voilà. C'est que nous savons maintenant que le Bocador, qui était le maître d'œuvre du château de Chambord, qui a quand même été imaginé aussi, surtout, par son fondateur François Ier, demande un rendez-vous confidentiel à Léonard de Vinci au Clos Lucé d'Amboise. Et c'est Léonard qui a fait un château qui est le brouillon de Chambord, qui est le château de Romorantin, où toutes les allées, Louise de Savoie, hein, oui, bien sûr. Toutes les allées étaient en eau comme à Venise, les portes s'ouvraient devant vous comme dans les aéroports. Il y avait la téléphonie entre les appartements. C'est-à-dire que quand vous dites les portes s'ouvraient comme dans les aéroports, c'est qu'il y avait des systèmes de trappes et de balanciers qui faisaient que quand on avançait, les portes s'ouvraient automatiquement. Ça devait être très extraordinaire pour l'époque, ça. Hein. Et donc Léonard a vu les plans et a modifié les plans et a, comme vous l'avez dit, donné le secret de cet escalier à double révolution. Et ce qui est extraordinaire, c'est que François Ier, c'est son château. Lui, c'est l'empereur vert de la vénerie, c'est le roi de la chasse. Il n'a été que 6 semaines dans ce palais. Bah oui, parce que c'est construit très tard, finalement, Chambord, pour lui. Le château commence à être construit quand Léonard est mort. En et 19, François Ier n'y restera que 42 jours sur 30 ans de règne. Oui, c'est ça. On ne peut pas dire que François Ier ait été un occupant très, très assidu du château de Chambord. Néanmoins, c'est bien à lui que vous consacrez le premier tableau. Hein. Tout à fait. Ouais. Et surtout la rencontre très amusante, parce qu'à un moment, François Ier,
qui vient d'être battu, humilié par Charles Quint, qui a été élu empereur à sa place pour lui, dit tiens, on va faire une partie de chasse sans dire de quoi il s'agit. Et à un moment, il descend de cheval pour assouvir un besoin naturel et il lève les yeux au-dessus des arbres. Et là, Charles Quint voit les coupoles d'un palais féerique. Il dit mais qu'est-ce que c'est ? Oh ben c'est un petit château que je viens de faire construire, si vous voulez, on va aller le visiter. Et là, Charles Quint avoue qu'il était épaté. Il dit c'est le résumé de ce que peut faire l'industrie humaine. Ah oui, c'était au moment du célèbre voyage de l'empereur Charles en 1539. Alors, bien plus tard, en 1660, Louis XIV revient avec sa jeune épouse de son mariage à Saint-Jean-de-Luz, avec la jeune reine Marie-Thérèse, et il passe par Chambord. Tout à fait. Alors, il est amoureux, tout va bien, et il va faire de Chambord le château de la monarchie du cheval, d'abord, et ensuite le château du théâtre, puisque Monsieur de Pourceaugnac a été créé à Chambord, mais c'est surtout un an plus tard, dans un automne doré, la troupe de Molière qui est partie pour Chambord avec Lully, avec la Duparc, et pour y donner devant toute la cour cette comédie-ballet devenue célèbre, intitulée Le bourgeois gentilhomme. Et après la deuxième représentation, parce que la première se passe pas trop bien, et Molière est déprimé, il est enfermé dans sa chambre, eh bien le roi s'adresse à l'auteur pour lui dire son bonheur. En vérité, Molière, vous n'avez encore rien fait qui m'ait plus diverti, votre pièce est excellente. Qui l'a écrite, c'est une autre histoire, mais nous n'entrerons pas aujourd'hui, je vous le promets, dans la polémique. Troisième tableau, alors là c'est notre personnage du jour, c'est Maurice de Saxe, pas n'importe qui Maurice de Saxe. Vous l'avez très bien peint, comme on disait autrefois. Grâce à Jean-Pierre Bois. Absolument, il possède l'expérience des armes et la connaissance des hommes, il est possédé par l'amour des femmes. Je rappellerai que le sang de George Sand a le sang de... Oui, parce que ça fait partie, évidemment, de ce qu'il faut dire du maréchal de Saxe. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de le dire tout à l'heure avec Jean-Pierre Bois. Mais c'est que effectivement, George Sand, la grand-mère de George Sand, était la petite fille, pardon. C'est la fille de Maurice de Saxe. La fille de Maurice de Saxe, c'est ça. Oui, la fille de Marie Rintot, c'est la seule enfant qu'a eu Maurice de Saxe, qui est la grand-mère donc de George Sand. Qui veut donc dire que George Sand était l'arrière-petite-fille du maréchal de Saxe. Elle s'en souvient, dans ses écrits, elle le rappelle. Ah, hein. oui. Alors ce maréchal de Saxe, alors, vous le montrez avec ses maîtresses, là, parce que c'est... Ah oui, parce qu'on pourrait vraiment l'appeler le maréchal de sexe. Parce que si Maurice de Saxe aime le théâtre et les jolies filles, et ses deux grandes amours sont la comédienne Adrienne Lecouvreur, la belle Julie Favard, et alors à Maurice de Saxe, l'éternel amoureux, la marquise de Pompadour, écrit au lendemain de la victoire de Laufeld, et là je ne peux pas contrefaire la voix de Macha Merrill qui dit la phrase dans le spectacle. Ah, c'est Macha qui fait la voix, très bien. Et c'est Nelson Montfort qui a fait le choix musical. On dit, monsieur le maréchal, qu'au milieu des travaux et des fatigues de la guerre, vous trouvez encore du temps pour faire l'amour. Je suis femme et je ne vous en blâme pas. L'amour fait les héros et les rend sages. Avec le maréchal de Saxe au temps de la guerre en dentelle à l'honneur aujourd'hui, on en parle franc avec vos invités. Jean-Pierre Bois, agrégé docteur en histoire, professeur émérite d'histoire moderne à l'université de Nantes, spécialiste des relations internationales et d'histoire militaire, auteur notamment de Maurice de Saxe aux éditions Fayard, et Gonzague Saint-Brice, écrivain, historien, journaliste. Vous êtes l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages, essais, romans, biographies. Vous avez écrit, dit et mis en scène le spectacle historique et équestre Dans la forêt de l'histoire, spectacle qui raconte l'histoire du château de Chambord jusqu'au 29 septembre. Eh oui, alors on peut voir en ce moment 2 fois par jour ce spectacle à Chambord jusqu'au 29 septembre. Le troisième tableau, c'était donc bien celui consacré à Maurice de Saxe, personnage central et très important, un peu oublié. Donc j'espère que cette émission aura contribué modestement à rafraîchir la mémoire d'un certain nombre de ceux qui l'auraient oublié. Quatrième tableau, alors là on saute à l'Empire cette fois. Oui, et avec un nouveau scoop, c'est concernant Napoléon. Gonzague, l'homme des scoops. Mais non, parce que j'avais jamais pensé que Napoléon était passionné par la chasse. Alors le quatrième tableau, c'est quand Napoléon Bonaparte signe le 18 août 1809 le décret qui élève pour Louis-Alexandre Berthier le domaine de Chambord en principauté de Wagram. Et l'empereur a aussi fait son brillant second,
il l'a fait grand veneur de la cour. Mais alors, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que Napoléon ne cache plus son goût pour la chasse. Et les archives nous révèlent que l'empereur chassa au moins 350 fois au cours de ses 10 dernières années de règne, soit, si on exclut les périodes de guerre, une fois tous les 5 jours en moyenne, à tir comme à court. Et oui, et en fait, on peut dire d'ailleurs, c'est passionnant cette affaire du rapport de Napoléon à la chasse. En fait, Napoléon se met à la chasse, si je puis dire, et notamment à la chasse à court, une fois qu'il est sacré empereur. Et ça fait partie des attributions du souverain, en quelque sorte. Et l'un des moyens qu'a trouvé Napoléon de faire admettre sa dynastie et de faire admettre sa dimension désormais souveraine, c'est précisément de chausser les bottes, si je puis dire, de Louis XVI et de partir à son tour, taillot, à la chasse à court. 5e tableau, et ça vous touche peut-être encore plus que les autres, Gonzague, c'est le tableau des romantiques, c'est le Chambord du 19e siècle. Oui, parce que Victor Hugo y a vu l'Alhambra, Chateaubriand le compare à une chevelure de femme, Vigny, pour lui, c'est la figuration d'un songe. Mais les romantiques ne sont pas que des contemplatifs. Ce sont aussi des combattants du patrimoine, des sauveteurs professionnels des chefs-d'œuvre en péril. Et on peut les remercier parce qu'il y a la bande noire qui casse les châteaux abandonnés. Et la bande noire a cassé beaucoup de châteaux, dont Chanteloup, plus peut-être que la Révolution française. Chanteloup, tout près de Chambord, hein, voilà. Qui était la demeure du duc de Choiseul en exil. Et Victor Hugo a pris position. Il pense que la bande noire, composée de promoteurs immobiliers sans scrupules qui abattent les chefs-d'œuvre pour récupérer les pierres, va s'attaquer à Chambord. Alors il écrit un article qui s'appelle « Guerre aux démolisseurs » et ça sauve Chambord. Et puis après, bien sûr, romantique, Mallarmé Prosper Mérimée, va classer dans la toute première liste des monuments historiques Chambord. Et oui, parce qu'on est à cette époque où Mérimée donc a été nommé inspecteur général des monuments historiques. Ça, c'est une toute nouvelle notion qui n'existait pas, ne serait-ce que 10 ans plus tôt. On est en train, avec la monarchie de Juillet, de découvrir qu'il y a un patrimoine, qu'il y a des traces du passé, qu'il faut les protéger. Alors, on a commencé par les églises romanes et gothiques, mais on va peu à peu s'intéresser aussi aux grands châteaux, et notamment à Chambord. Chambord est un des premiers châteaux classés en France. Absolument. En fait. Et alors, Mérimée a une équipe de jeunes gens, dont le fils de Victor Hugo, Abel Hugo, qui se baladent à dos de mulet, qui vont dans toute la France. Ils disent, là, il y a un joli puits, là, il y a une ancienne métairie ravissante, ici, il y a un monastère, et qui vont faire comment est-ce qu'on dit l'inventaire, voilà, l'inventaire des monuments de tout historiques ce qui est beau et qui doit être sauvé en France. Donc ce spectacle, le titre du spectacle, c'est Dans la forêt de l'histoire. On est toujours dans la forêt avec vous, Gonzague, parce que je rappelle que par ailleurs, vous êtes le fondateur heureux du célèbre événement, aujourd'hui on peut dire événement national, de la forêt des livres qui a lieu chaque année à la toute fin du mois d'août. C'est le dernier dimanche d'août. Vous êtes tous invités, c'est gratuit, ouvert à tous, la forêt des livres le 25 août à Chanceau-Près-Loche en Touraine. Alors, un certain nombre de nos auditeurs ont envoyé des messages, je ne peux pas tout lire. Simplement, Marie nous fait observer que j'ai présenté tout à l'heure la musique de Barry Lyndon sans préciser qu'il s'agissait de la sarabande de Handel, bien entendu. C'était peut-être pour aller vite, mais c'est vrai que parfois, à vouloir aller vite, on oublie l'essentiel. Donc, nous avons rendu à César ce qui lui appartient et à Handel sa sarabande. Et puis Chantal nous dit que le mausolée du maréchal de Saxe se trouve dans l'église Saint-Thomas de Strasbourg, la plus grande église protestante de Strasbourg, explique-t-elle. C'est une œuvre majestueuse qui mérite d'être connue. Elle est due au sculpteur Jean-Baptiste Pigalle, dont on sait qu'il était l'artiste préféré de Madame de Pompadour, plus connu à Paris pour d'autres raisons que pour son travail de sculpteur. Et oui, il a donné son nom à la célèbre place Pigalle. C'est un mausolée baroque, peut-on dire ? C'est un monument du baroque. Maurice de Saxe ne pouvait pas être enterré dans une église catholique, évidemment. Oui. On a cherché un temple luthérien. C'est d'une beauté incroyable. Et ça vient d'être restauré, enfin nettoyé. C'est extraordinaire. Je suis d'accord avec vous, extraordinaire. C'est vraiment du baroque. Mais c'est magnifique. Alors tout y est très symbolique, on pourrait passer 1 heure à le commenter. Il est très très beau. Il a été élevé une 20aine d'années après la mort de Maurice de Saxe, le temps de le concevoir, de le mettre en place. Oui, bien sûr. Avec du marbre blanc. Oui, il est très très beau. Et quand les soldats de la guerre de 7 ans sont allés au temple Saint-Thomas pour passer devant la tombe de Maurice de Saxe, le mausolée n'y était pas encore. Eh oui. Et il est venu après. Donc ce Maurice de Saxe, parce qu'on ne l'a pas dit, mais évidemment il est mort en 1750 et il aura été évidemment par sa naissance, par son rayonnement, par
par sa position, il aura été aussi un mécène. Ça fait aussi partie des aspects du personnage. Maurice de Saxe de Jean-Pierre Bois, c'est édité chez Fayard, et puis donc au château de Chambord, ce spectacle extraordinaire qu'on peut voir tous les jours. Alors, ce qu'il faut dire aussi, Gonzague, c'est qu'en ce moment, au château de Chambord, il y a une exposition qui s'appelle Les Lys et la République, et c'est une exposition consacrée au comte de Chambord. Alors, comme son nom l'indique, comte de Chambord, ce comte de Chambord, c'est le dernier, c'est le petit-fils de Charles X, et c'est le dernier tenant de la ligne aînée, de la branche aînée des Bourbons en France. C'est-à-dire qu'après la mort du comte de Chambord, la maison de France passe à la famille d'Orléans, en fait. Et lui, alors, il est resté à Chambord 3 jours. Il a reçu énormément de gens. C'était magnifique. Et l'exposition est magnifique avec les œuvres de Félicité de Fauveau. Ah oui, ça, il faut en dire un mot aussi. Ces œuvres qui sont exposées là en ce moment même. Absolument, une très belle exposition. Alors, sur le mouvement royaliste autour du descendant d'Henri IV. Et non seulement, oui, voilà, sur le mouvement royaliste, et sur tout ce qui a pu l'accompagner, c'est-à-dire, il y a eu un colloque, d'ailleurs, une journée d'études à l'Assemblée nationale sur le sujet. Et là, ce qu'on voit, ce sont toutes ces œuvres autour du comte de Chambord. On est dans une période où l'on a cru, pendant quand même un certain temps, que la monarchie allait non seulement se réinstaller en France, mais que ça allait être le descendant direct la branche aînée des Bourbons qui allait reprendre le pouvoir. On est là, donc, dans les années 1870-80. On se rappelle la célèbre phrase de MacMahon qui disait que le mandat du président de la République avait été fixé à 7 ans et que ça avait été fait exprès pour que Dieu ouvre les yeux du comte de Chambord ou qu'il les lui ferme à jamais. Donc l'exposition sur le comte de Chambord est en ce moment au château même de Chambord. Et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est que au château on peut visiter, bien entendu, on peut voir l'extraordinaire escalier de Léonard de Vinci, on peut voir tous les aménagements qui ont été faits pour Louis XIV et Madame de Maintenon. En forêt dans la calèche, et puis l'ouverture de nouvelles chambres d'hôtes dans l'espace du château. Oui. Ce château de Chambord, on peut dire, c'est un petit peu l'oublié des grands châteaux français. On le connaît, tout le monde l'a à l'esprit, mais on n'en parle pas très souvent parce qu'il est un peu loin de la capitale, parce qu'il a longtemps été totalement vide, il faut bien dire. Donc ça ne favorise pas les choses. Et puis parce qu'il a été relativement peu habité. C'est grâce à vous, Gonzague, que l'on découvre à quel point ces hôtes ont été importants et nombreux.